Comment t'as fait ici pour faire ça juste là? Ça, Bonjour monsieur. Alors je rencontre un souci avec mon téléphone, il ne sonne plus du tout, donc je ne sais pas si vous pouvez y faire quelque chose. Ouais, faites-moi voir ça. Alors là, ce n'est pas au niveau de l'écran. Je pense qu'il a dû subir un choc violent, il a dû tomber sûrement. Ouais. Et vous pensez que ça va tourner autour de quel prix la réparation? Je pense que c'est la puce principale qui a dû être touchée. Je pourrais pas réparer ça. Et sachant que c'est un élément essentiel pour un téléphone. Mais avec une puce, c'est si important que ça? Tu m'as Ah. jamais expliqué ce que c'était. Tout à fait. Il y a une vidéo qui explique ça très bien sur internet. De quoi est constituée une puce électronique? Alors une puce électronique, il faut la voir comme étant un assemblage de plusieurs millions, voire plusieurs milliards de transistors qui sont interconnectés entre eux pour réaliser la fonction qu'on désire. Et un transistor, c'est quoi? C'est le plus petit élément dans un circuit électronique qui va permettre de contrôler le passage du courant. Voilà, c'est ça un transistor, c'est comme un interrupteur qu'on ouvre ou que l'on ferme, ou qui est plus ou moins fermé pour contrôler le signal. Voilà. Et alors pour fabriquer ces transistors, on fait appel à un environnement salle blanche, et les matériaux qui sont impliqués sont principalement le silicium. Le silicium étant le composant que vous retrouvez quand vous allez à la plage, hein, qui est un matériau qu'on fond et qu'on forme sous la forme de galettes, hein, comme des crêpes de silicium. Et ce matériau est un matériau semi-conducteur. C'est lui qui constitue la base des transistors. Ce matériau semi-conducteur puisqu'on va pouvoir contrôler sa capacité à conduire le courant. Dans une puce électronique, on a compris que le silicium était l'élément central, mais tout seul, il ne peut pas fonctionner. Donc on est amené à modifier ses propriétés en venant rajouter des impuretés dans ce matériau. C'est ce qu'on appelle le dopage du silicium. On rajoute des atomes qui vont soit le rendre plus conducteur avec des électrons, ou moins avec ce qu'on appelle des trous. Voilà, c'est des matériaux tels que le bore et le phosphore qui sont incorporés dans ce silicium pour jouer sur ses propriétés de conduction du courant. On est aussi amené à le rendre isolant, hein, pour protéger les transistors entre eux, pour éviter qu'ils se touchent les uns les autres, qu'ils se court-circuitent. Et enfin, on peut aussi rajouter comme autre matériau que l'on rencontre des matériaux conducteurs pour faire les interconnexions entre les milliards de transistors qu'il faut rendre communicants entre eux. Et donc comme ça, on empile des couches de conducteurs structurés qui interconnectent les différents transistors pour faire une fonction électronique donnée. Quelles sont les différentes technologies à l'origine d'une puce? Alors en fait, ça dépend quel type de puce vous voulez fabriquer, donc quel type de circuit intégré. Si vous voulez fabriquer des circuits intégrés qui sont des systèmes numériques, donc c'est-à-dire à base de portes logiques, de bascules, de mémoire, ça sera une technologie CMOS avec des transistors NMOS et PMOS uniquement. Vous avez là, alors là c'est un circuit intégré, vous avez déjà vu sur des composants, des cartes, et si on enlève le boîtier, vous avez à l'intérieur ce qu'on appelle la puce, qui est le carré là, de silicium avec tous les transistors. Donc vous pouvez voir sur le pourtour des petits fils d'or qu'on appelle des fils de bonding, qui permettent de relier les plots qui sont sur la puce aux plots qui sont à l'extérieur et derrière le composant sur lesquels on va pouvoir faire de la soudure sur la carte, donc autour. Donc ça, vous avez ce qu'on appelle une puce ou un circuit intégré avec des bascules, des registres et puis de la mémoire. Donc ça, c'est ce que va nous faire le fondeur, c'est-à-dire le fabricant en salle blanche. Il va nous sortir ce type de composants. pour résumer, une puce électronique est constituée d'un ensemble de transistors, plusieurs milliards pour les puces les plus performantes, qui permet de réaliser toutes les fonctions élémentaires en électronique numérique. Porte logique, bascule,
registre et bien encore. Ces fonctions sont à la base de tout système numérique et permettent de faire des calculs, ou même de la mémorisation. Si cela est possible, c'est grâce à une multitude de micro-interrupteurs, ce qu'on appelle le transistor. Pour comprendre le processus global de fabrication d'une puce électronique, nous avons demandé à Madame Magdalena Cucci, ingénieure d'affaires à Essier Paris, de nous expliquer le processus de fabrication. Construire une puce électronique, c'est empiler plusieurs couches minces structurées. On répète donc plusieurs cycles de dépôt, masquage et gravure en alignant très précisément ces niveaux les uns par rapport aux autres. Cela se fait de manière collective sur des plaques de silicium jusqu'à 12 pouces, soit 30 cm de diamètre. Quelle est l'utilité de fabriquer des circuits intégrés en salle blanche? Les dimensions des structures contenues dans les puces sont très petites, 10 à 100 fois plus petites qu'un cheveu et même parfois plus petites que des bactéries. Il faut donc pendant la fabrication se protéger des poussières et c'est pour ça qu'on le fait dans un environnement contrôlé où l'air est filtré, qu'on appelle une salle blanche. La fabrication d'une puce électronique se fait en beaucoup d'étapes successives. La première consiste à partir d'un wafer, soit d'un disque de silicium pur, de le doper pour le rendre plus ou moins conducteur. Après la préparation du wafer vient la réalisation des transistors. La première étape est celle de la lithographie, avec un nouveau masque et une nouvelle couche de résine pour éliminer par gravure des zones du matériau. On répète cette opération autant de fois qu'il y a de couches à constituer. Qui est apte à fabriquer des puces et des capteurs en salle blanche? Dans les usines de production à gros volume, quasiment tout est automatisé. Ici, dans les salles blanches Essier Paris, nous fabriquons des prototypes jusqu'à des petites et moyennes séries. Ce sont les opérateurs qui déplacent les plaques d'une machine à l'autre. Ils ont été formés d'un point de vue sécurité et à l'utilisation de chaque machine. Ce sont des profils ingénieurs, techniciens et docteurs en physique, électronique, chimie et autres. On interconnecte ensuite les transistors entre eux en plongeant le wafer dans une solution de cuivre qui vient se déposer dans les bandes gravées. Enfin, arrive le contrôle qualité qui vise à contrôler les épaisseurs puis tester la puce pour s'assurer de son bon fonctionnement. On peut alors découper le wafer en circuits intégrés individuels pour ensuite procéder au conditionnement de ces derniers. Tous les circuits intégrés sont-ils fabriqués au même endroit ? Aujourd'hui, dans le monde, la majorité des circuits intégrés sont fabriqués en Asie par quelques grands acteurs. Ensuite viennent les États-Unis puis l'Europe. Avec la crise sanitaire, il y a eu une forte baisse de la demande, puis une forte reprise simultanément. C'est ce qui crée aujourd'hui des pénuries de semi-conducteurs. Enfin, quel est le coût de salle blanche telle que celle de l'Essier Paris ? Il faut prendre en compte le coût de l'infrastructure en elle-même, le coût des équipements et le coût de fonctionnement annuel. Pour une petite salle blanche comme celle de l'Essier, cela représente déjà plusieurs millions, voire quelques dizaines de millions cumulés sur plusieurs années. Ce sont des technologies très coûteuses, mais qui sont omniprésentes dans notre vie de tous les jours. Des investissements constants sont nécessaires pour se maintenir au meilleur niveau, car les technologies évoluent très rapidement. C'est pour ça que, autant pour les secteurs publics que privés, le soutien financier des États est nécessaire pour bâtir et pérenniser des salles blanches. C'est d'ailleurs ce qu'on observe ces derniers temps avec les plans de relocalisation qui sont annoncés. Quel type de puce, ou plus particulièrement capteur, avez-vous fabriqué ? Alors, j'en ai conçu et fabriqué un certain nombre depuis que je suis à Essier Paris, dans le cadre de mes activités de recherche. Donc au départ, on a plutôt travaillé sur du silicium, donc le matériau standard de la microélectronique. Et puis progressivement, pour des applications biomédicales, on est allé vers des substrats en verre, comme ce que vous voyez ici, donc ils sont transparents, ou bien sur des substrats flexibles, donc comme celui-ci. Et le plus récent qui a été développé a été donc dans le cadre de la mission de Thomas Pesquet, on a développé comme des prototypes de ce type-là, donc à base de matériaux piézoélectriques souples, pour mesurer ce qu'on appelle l'onde de pouls. Donc on en a un exemple ici. Et l'onde de pouls, c'est effectivement d'aller mesurer donc, au niveau de l'artère carotide le flux finalement sanguin, donc la pression qui arrive
du cœur vers le cerveau. Et ça, c'est intéressant de le mesurer donc en apesanteur dans la Station spatiale internationale, donc dans le cadre de cette collaboration en 2016 avec l'ESA et le CNES et donc Thomas Pesquet, pour voir l'évolution de la rigidité des artères quand on est dans l'espace. Quel est le lien entre les capteurs et les circuits électroniques ? Alors, l'idée, c'est qu'on essaye, nous, donc, de développer des capteurs en salle blanche donc, sur du silicium, comme vous voyez ici. Là, on a découpé donc, une plaquette de silicium 4 pouces en petits éléments. Chacun des éléments, c'est une micro-poutre donc, qui va être résonante, qui va vibrer et qui est capable d'absorber des molécules organiques pour faire des capteurs donc, de molécules chimiques, de polluants, d'odeurs, etc. Donc ça, c'était un projet où là, on a juste le capteur. Et l'idée, c'est d'associer, par exemple, des transistors ou des diodes, donc des circuits intégrés, au pied du capteur pour pouvoir faire du calcul, filtrer, récupérer des données un petit peu plus abouties. Donc, on va mettre l'intelligence au pied du capteur pour améliorer la conception et surtout miniaturiser au maximum. Plutôt que d'avoir le capteur d'un côté, le circuit électronique de l'autre, on peut, grâce à cette technologie salle blanche, en particulier sur silicium, tout intégrer sur un seul substrat. En termes de miniaturisation, jusqu'où pourra-t-on réduire les puces, mais également augmenter leur performance ? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la révolution dans le domaine de la microélectronique a été la fabrication ou le développement du transistor. Donc le transistor, c'est un interrupteur que l'on peut piloter électriquement, donc qui date des années 1948. Donc c'était un composant qui était assez gros, c'est plusieurs millimètres. Et depuis maintenant, donc je dirais les 50 dernières années, ou même maintenant les 60 dernières années, le transistor en fin de compte a évolué et donc n'a pas cessé de réduire. Et aujourd'hui, on est sur des dimensions qui vont atteindre 5 nanomètres à 2 nanomètres. Donc pour rappel, le nanomètre, donc c'est 10-9 mètres, et le diamètre d'un cheveu, pour vous donner une référence, c'est environ 100 microns, entre 100 et 50 microns. Donc là, on est capable de faire des dimensions autour de 2 nanomètres, et une des limites qui est atteinte aujourd'hui, ça va être en fin de compte les systèmes de lithographie, donc des systèmes pour reproduire les puces, dessiner les puces sur les substrats. Donc là, il y a des systèmes qui sont maintenant développés donc en extrême UV ou deep UV, donc des systèmes avec des longueurs d'onde très très élevées qui sont de l'ordre de 13 nanomètres, enfin très faible plutôt, 13,5 nanomètres, pour pouvoir faire ce type de dispositif. Et puis après, la physique, en fin de compte, va faire qu'on va tomber sur une limite sur le silicium, principalement sur des oxydes. Donc les oxydes ont des couches isolantes. Il va falloir développer de nouveaux oxydes pour pouvoir atteindre toujours le fonctionnement des transistors, ou aller sur d'autres technologies couplant l'optique ou la spintronique pour basculer le changement de physique en fin de compte pour le fonctionnement des transistors. Enfin, quelle est l'importance des puces électroniques dans vos travaux de recherche et quel est leur couplage avec les capteurs que vous avez développés, comme dans le projet Neurodiam ? Alors aujourd'hui, mes activités de recherche portent sur la réhabilitation fonctionnelle. Donc c'est l'utilisation des micro et nanotechnologies au service de la santé et pour pouvoir en fin de compte réparer l'humain, je dirais. Donc par exemple pour les personnes qui sont tétraplégiques, leur redonner la marche, une personne qui est aveugle, lui redonner la vue, ou des personnes qui sont sourdes de pouvoir réentendre. Donc on va utiliser les systèmes de micro et nanotechnologie pour fabriquer des interfaces entre le cerveau et l'électronique, et derrière, en fin de compte, on va avoir besoin de circuits intégrés pour pouvoir enregistrer ces signaux, donc les signaux issus des neurones, les décoder et ensuite pouvoir interagir avec la personne. Donc on va arriver sur une boucle fermée où la personne va penser, le déplacement par exemple de sa main, un bras robotisé va prendre le relais, et en fin de compte, quand la personne aura saisi un verre, elle aura une sensation qui va revenir dans son cerveau, qui veut dire voilà, vous avez attrapé le verre, et qui va être même capable d'amener le verre à sa bouche dans les systèmes les plus avancés. Donc on voit qu'on a besoin d'un couplage en fin de compte de tous ces circuits électroniques, et cette miniaturisation permet en fin de compte d'embarquer énormément de calculs, puisqu'on a le cerveau en fin de compte fait énormément de calculs en permanence, et là donc on va copier en fin de compte le fonctionnement du cerveau humain avec des puces électroniques.